Je vais flasher notre application et on va observer ce qui se passe. Voilà, vous pouvez voir là la LED blanche là. On ne sait pas si elle clignote en fait parce que les deux threads essaient d'avoir accès à la LED au même moment en fait. Donc elle ne clignote quasiment pas. Voilà. Pourtant, il y a des choses qui se passent. Pourtant. Et on va observer le comportement de notre LED blanche. Ah, vous voyez que là, tout brille. Et là maintenant, j'ai mon ID pour le thread 1 et pour le thread 2. Et là, on connaît quel thread est en train de faire clignoter la. Et dans notre console, on a maintenant là le sémaphore. Voilà, l'idée qui a été créée, le sémaphore qui a release. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Précédemment, nous avons parlé de la notion de thread et nous avons essayé de montrer à quel point il est très important dans nos applications système temps réel avec le scheduler qui permet grâce aux priorités de pouvoir switcher entre les différents états d'un thread. Voilà, donc cette notion elle est très importante et l'idée de cette vidéo aujourd'hui c'est de parler généralement d'un des problèmes qui se présentent lorsque nous utilisons ces threads. C'est vrai un avantage de les utiliser, mais il y a généralement un inconvénient qui se passe. Donc sur ce graphique, on peut se rendre compte que lorsqu'il y a plusieurs threads, il arrive des fois qu'ils partagent un certain nombre de données, du code, de la donnée ou des fichiers, et c'est ce qu'on va appeler des ressources partagées. Donc si on ne fait pas attention, qu'est-ce qui va se passer si le thread jaune et le thread blanc veulent avoir accès à une donnée en même temps? Voilà, donc c'est là où il y a des mécanismes généralement de blocage, voilà, comme on peut le voir ici, où on va essayer de protéger cette ressource là en fait, afin que un seul thread ne puisse avoir accès et pas les autres à un certain moment donné. Voilà, donc et comment les choses sont mises en place, peut-être ce test. Voilà, donc il y a généralement deux mécanismes. Le mécanisme de mutex qu'on retrouve là aussi dans notre documentation. Voilà, donc ça explique le concept, voilà, et comment les choses sont mises en place. Donc la notion de réentrance et la notion de priorité aussi, quand est-ce que on sait que c'est un thread qui doit avoir accès à la ressource ou pas en fait. Voilà, donc il y a l'implémentation qui nous intéresse aussi. Donc l'idée c'est vraiment de pouvoir utiliser ce mécanisme de blocage là en fait pour pouvoir protéger un certain nombre de variables et qu'il n'y ait pas des comportements inattendus en fait dans notre mécanisme quoi. Voilà, donc il y aura toujours une phase d'initialisation de notre mutex. Déjà, le mutex c'est quoi? Le mutex c'est un mécanisme de blocage qui nous rassure que une ressource, il n'y a qu'une seule thread, ou bien la ressource n'est pas partagée en fait. Donc il n'y a qu'un seul thread qui a accès à cette ressource. Donc imaginez-vous, vous êtes dans une file d'attente et normalement vous voulez passer un entretien et une seule personne ne peut qu'entrer dans le box pour passer l'entretien avec le recruteur. Donc généralement la porte, dès que il y a un candidat qui entre, il ferme la porte, du coup personne ne peut plus entrer pour parler avec le recruteur en fait. Donc quand il finit, il ouvre la porte et il donne la clé pour que le second puisse entrer. Donc ici
la porte ou la clé peut jouer le rôle de mutex en fait. Voilà, donc la clé, si tu n'as pas la clé, tu ne peux pas entrer. Voilà, donc c'est cette notion qu'on va essayer de mettre en avant dans un premier temps. Et dans un second temps, il y aura la notion de mutex. Donc déjà, il faut savoir que, comme je l'ai dit, il y a l'initialisation du mutex, la création du mutex en utilisant un certain nombre de structures qui sont définies dans les API. Il y a toujours l'API, donc pour l'initialiser, pour fermer, donc pour récupérer la clé, et ensuite pour libérer la clé, on utilise aussi ces structures là. Voilà, donc tout est bien documenté et vous ne pouvez que les utiliser et bien lire la documentation en fait. Ensuite, il y a aussi le mécanisme de sémaphore. Les sémaphores aussi, il y a des sémaphores binaires et il y a des sémaphores binaires qui correspondent au mutex, et il y a des sémaphores qui s'étendent un peu plus quoi. Donc la notion de sémaphore, c'est un peu comme si voilà, il y a une certaine limite définie, contrairement au mutex où il y a soit c'est vrai soit c'est faux. Donc il y a une certaine variable et le recruteur dit que je ne peux que recevoir 5 personnes par jour. Voilà, donc après que ces 5 personnes soient passées, il faudra encore mettre à jour la valeur pour que je puisse recevoir un certain nombre de personnes en fait. Donc c'est le même classique, et il y aura une sorte de sonnette là pour dire que ah tiens, tu peux passer à entrée, j'ai fini, et tu peux maintenant passer à ton tour. Voilà, donc il y a une sonnette, et à chaque fois que la sonnette se déclenche, il y a un compteur qui est décrémenté ou incrémenté, voilà, en fonction de si une place libère ou pas. Voilà, je sais pas si c'est assez clair pour vous, mais il y a un certain nombre d'analogies qu'on peut essayer de faire pour mieux comprendre ces notions en fait. Voilà, donc et comme les sémaphores, il y a aussi la création à l'init, il y a l'initialisation, toujours la création, ensuite l'init. Et l'init, on passe notre sémaphore et ensuite on passe la valeur initiale là et le nombre maximal de sémaphores qu'on peut créer. Donc ça parle là de la limite là en fait. Voilà, donc c'est généralement comme ça. Et ensuite il y a aussi une autre façon de le créer en fait, c'est ce qui est dit là. Et ensuite il va avoir une fonction pour l'IRC en fait, l'ISR autant pour moi. Donc généralement il y aura deux fonctions qui sont utilisées, KSMTake et KSMGive, et qu'on peut retrouver bien sûr dans je pense là. Voilà, c'est ici où l'API, dans l'API des sémaphores, on peut définir la limite. Il y a une limite déjà définie. Donc il y a la fonction d'initialisation. Quand on veut récupérer un sémaphore, voilà, et ensuite je libère, toi tu peux récupérer et la valeur s'incrémente. On peut le resetter et on peut demander la valeur actuelle, si je ne me trompe pas, voilà, de nombre de fois que le sémaphore a été récupéré. Voilà. Donc une fois de plus, toute la documentation est là, et les valeurs que ça retourne pour gérer les cas d'erreur. Donc une fois ceci dit, ce qu'on va faire c'est quoi? Pour le petit exemple de la leçon qu'aujourd'hui, voilà, donc nous on aura une lettre, voilà, la lettre blanche, et qui est censée, ça sera notre ressource partagée. On aura deux threads qui vont chercher à faire briller ces lettres. Voilà, donc à la même fréquence. Donc comment on fait pour pouvoir empêcher déjà il y aura, dans un premier temps, il y aura le comportement qu'on obtient lorsqu'il n'y a aucun mécanisme de blocage, et ensuite on va mettre un mutex là. Donc le thread A va essayer de faire briller la lettre, il ne pourra pas, parce que à ce moment le mutex, la clé sera récupérée par la clé B qui va pouvoir faire briller la lettre en fait. Donc c'est un peu ça qui est là pour matérialiser. Après qu'il va libérer la clé la flèche va tourner là et la thread A va pouvoir faire briller la lettre.
le sémaphore, il y a vraiment la notion, je ne l'ai pas matérialisé avec exactitude comme le mutex, mais il y aura toujours ce signal là qui est déclenché. J'ai libéré, du coup il y a une valeur qui se décrémente jusqu'à ce que ça atteigne la valeur nulle pour qu'il n'y ait plus de possibilité de thread de récupérer. Donc on pourra rajouter des threads B, C, D là, et il y a une valeur qui s'incrémente ou qui décrémente en fonction du nombre de threads qui occupe en fait. Voilà, donc c'est un peu ça. Et ce que maintenant moi je vais faire, c'est vous présenter le code qui a été mis en place. Donc déjà, avant de pouvoir réaliser ce code, je pense qu'il y aura toujours l'overlay qui a juste cette lettre là qui est rattachée à une pin externe, voilà, au GPU PA7, voilà. Donc et si vous utilisez la nordique, normalement ça reste cette lettre en fait, voilà. Donc une fois ceci dit, le code il est très simple. Comme la dernière fois, on peut définir ce thread là avec deux threads A et B, et avec des mêmes priorités, voilà, qui vont directement se lancer. Et puis dans le main il n'y aura rien, on configure juste la lettre, mais tout se passe dans le thread d'entrée là en fait, voilà. Donc maintenant qu'une fois ça est défini, ça c'était la façon de le faire pendant la compilation. Donc ce qu'aujourd'hui je vais vous proposer, c'est plutôt une autre façon de créer des threads, voilà, tout aussi valable, mais plutôt au temps d'exécution. Donc c'est ça que on va utiliser aujourd'hui. Donc déjà, premièrement, ce qu'on va faire, c'est simuler le comportement, même pas simuler, tester le comportement lorsque il n'y a aucun mécanisme de blocage. C'est ce qui est fait ici en fait. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais définir la taille de ma pile qui sera associée à chaque thread va consommer. Voilà, donc je récupère notre nœud, ça on le connaît déjà le fait. Ce que je vais faire maintenant, c'est créer des structures qui vont permettre de créer notre thread et lui affecter un certain nombre d'informations. Donc il y aura le même thread qui sera appliqué à notre le même thread sera appliqué le même thread d'entrée, le point d'entrée sera appliqué à chaque thread qu'on aura créé là en fait, dans la même fonction d'entrée. Voilà, donc et c'est ce qui fait, c'est faire clignoter la LED chaque une seconde en fait. Donc il y a un type particulier qui entre par contre en jeu dans cette façon de créer. C'est ça qui nous permet de récupérer et de faire du traitement pendant le temps d'exécution. Donc notre thread, en utilisant la fonction cast_thread_create, on peut avoir récupéré il y a un retour en fait. Donc ce retour on pourra l'utiliser bien après pour pouvoir faire un certain nombre de fonctions, mais ça c'est pas le but de la vidéo. Voilà, donc je vais donner un nom de thread. Donc je vais utiliser un paramètre par défaut, non pas par défaut, et donner le nom de thread A, et l'autre je vais donner le nom de thread B. Ils ont le même point d'entrée en fait, la même fonction d'entrée qui a été déclarée plus haut. La taille de la stack, voilà, donc on récupère ça d'ici en fait. Et ensuite canowait pour dire qu'il n'y a pas de délai, dès qu'une fonction est prête, vas-y, lance-la, pas d'option, laisse à 0, et la priorité, ils auront les mêmes priorités, les autres arguments ne sont pas utilisés. Donc ça c'est une autre façon de pouvoir utiliser créer nos threads, mais plutôt pendant le temps de la compilation. Je pense que j'ai fait une bêtise, voilà, je pense, voilà. Donc vous voyez que là on peut récupérer certaines valeurs init-data, donc de notre thread en fait, et ça comparé au mode pendant le temps de la compilation, généralement on ne le fait pas. Voilà,
Du coup, rien ne doit se passer dans la boucle while parce que c'est ici que tout se joue. Voilà. Donc, vous avez compris cela. Maintenant, ce que je vais faire, c'est builder mon application. Donc, ça sera West build -b. C'est sur la Nucleo G071 RB et le nom de mon projet c'est ça. Donc je fais une compilation autant pour moi, je vous l'ai dit, je fais briller, et pendant ce temps notre port série est déjà ouvert. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais flasher notre application et on va observer ce qui se passe. Voilà, vous pouvez voir là la LED blanche là, on ne sait pas si elle clignote en fait, parce que les deux threads essaient d'avoir accès à la LED au même moment en fait. Donc elle ne clignote quasiment pas. Voilà. Pourtant, il y a des choses qui se passent. Pourtant. Donc le thread A est en train de faire clignoter la LED, le thread B est en train de faire clignoter la LED. Donc vous pouvez voir que là c'est pas bon du tout. Donc ce qu'on fait, c'est quoi? On doit mettre un mécanisme de blocage en fait. Donc le mécanisme de synchronisation des tâches en fait. Voilà. Et c'est ce que je m'apprête à faire là. Donc en utilisant les mutex. Donc je vais documenter ce bout de code. Donc pensez aussi à le faire de votre côté, hein. Et là, ce qui va se passer, c'est quoi? C'est que tout est défini de la même façon, mais il y aura un mécanisme de blocage qui est mis là maintenant. Voilà. Donc le mutex sera mis là avec le temps qu'il doit durer avant de relâcher en fait. Voilà. Donc ce qui se passe, c'est que comme je vous ai dit, on crée le mutex. Ensuite, on va l'initialiser là en fait dans la fonction main. Puis il y aura deux threads qui vont avoir le même point d'entrée, let thread qui est là, qui est défini là avec le mécanisme de blocage et le mécanisme de déblocage en fait. Donc on se rassure que notre LED est bien disponible. Ensuite on configure en sortie, puis on met la même priorité, on lance directement si le thread est prêt, le nom du thread passant en paramètre 1 et qui est récupéré là en fait. J'avais oublié de préciser ça, donc ça va s'afficher là. Et ensuite thread B, même point fonction d'entrée, toujours avec le mutex, la taille de la stack et la même priorité aussi. Puis on va afficher l'ID au début et rien ne se passe dans la boucle while. Voilà. Donc je build encore mon application là avec le mutex. Donc tout ce qui change pour de vrai, c'est l'initialisation et l'utilisation du mutex ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est flasher et on va observer le comportement de notre LED blanche. Aha, vous voyez que là tout brille. Et là maintenant j'ai mon ID pour le thread 1 et pour le thread 2. Et là on connaît quel thread est en train de faire clignoter la LED en fait. Donc vous voyez que là on a un comportement qu'on attend, mais c'est le scheduler qui va dire non, c'est à toi de passer, non, c'est pas à toi de passer. Le mutex autant pour moi. Voilà. Donc ça c'est l'exemple avec le mutex. Maintenant, pour terminer cette vidéo, on va faire un exemple avec le sémaphore pour que vous puissiez aussi voir comment ça marche. Voilà. Donc je commente ce bout de code et je vais récupérer maintenant celui du sémaphore. Donc
tout comme le mutex, la particularité ici là, c'est que premièrement, on va créer notre sémaphore là, notre structure pour le sémaphore. Puis on va ajouter la stack de la taille de la pile, autant pour moi, la size de la stack, autant pour moi aussi, désolé. Puis ce qu'on va faire, c'est quoi? C'est initialiser notre sémaphore. Voilà, donc on dit que la valeur maximale ici c'est 1 et la valeur initiale c'est 1. Voilà, donc ensuite maintenant ce qu'on va faire, c'est que dans notre fonction d'entrée là qui est associée là, on va maintenant récupérer le sémaphore là, le temps de faire briller la LED pendant 1 seconde, et ensuite on va relâcher notre sémaphore en fait. Donc c'est ça qui est dit là en fait. Donc une fois ceci fait, en ce qui concerne les threads, on crée toujours pareillement. Voilà, donc même priorité, on se lance direct sans attendre si c'est prêt. On lui assigne une stack, une taille de pile en fait, autant pour moi. Et là, dans le while, il ne se passe rien parce que tout se passe dans notre fonction d'entrée du thread en fait. Voilà. Donc, je vais compiler mon projet. Voilà. Bon, je pense que là, si je flash, voilà, vous pouvez voir que on a toujours le même fonctionnement qu'avec le mutex. Et dans notre console, on a maintenant là le sémaphore. Voilà, l'idée qui a été créée et le sémaphore qui a récupéré et qui est en train de faire briller la LED en fait. Voilà, donc c'est l'ensemble de ce que je voulais vous montrer dans cette application pour montrer l'importance d'utiliser ZephyOS, qui a cette capacité de pouvoir produire la notion de temps réel avec les caractéristiques clés de caractère déterministe, donc prédictible, réactif, voilà, et respecter les délais en fait. Donc tout ça c'est ce qui fait à ce que les systèmes temps réel domineront toujours le domaine des systèmes embarqués, cette garantie là en fait. Voilà, j'espère que l'exemple aura été plutôt parlant et que ça va vous aider à pouvoir réaliser vos propres applications. Voilà, donc c'est tout ce que j'avais à partager avec vous, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo, normalement sur tout ce qui est test en fait d'intégration et test d'unité. N'hésitez pas à liker, à partager la vidéo, et on se retrouve très prochainement.